pensait que c'était la tête qui devait nous guider. Ben non, c'est le corps. Dans le cerveau, on a plusieurs systèmes qui nous égarent, et je rumine, et je me mets dans le passé, et je me mets dans l'anticipation anxieuse, alors que lui, le corps, il est que dans le moment présent. C'est là qu'il respire, c'est là qu'il vit, et donc si je le rejoins, je peux quitter une déambulation voilà, qui m'égare et qui me fait souffrir. Et ça, c'est quelque chose qui n'avait jamais été abordé par les psychologues, les psychanalystes. Dans les écoles de psychologie, c'est toujours pas abordé, alors que c'est la seule façon que nous ayons de retrouver notre place, c'est d'être un corps, une présence, une respiration. C'est le corps qui devient le guide. Une des questions qui me hante, c'est comment se transformer, comment changer, comment se libérer, sans passer par l'illusion que c'est par ma décision ou par ma volonté qu'on peut y arriver. C'est ce qui m'a fait écrire Foutez-vous la paix, la théorie du bourgeon, et je vais vous faire une confidence. Un des auteurs qui m'a beaucoup aidé à formuler cette pensée, qui m'a devancé dans la capacité à penser une autre manière de guérir, c'est François Roustan, qui est un des plus grands thérapeutes de notre temps. Et dans cet épisode, nous allons recevoir Jean-Marc Benayem, qui nous propose un livre absolument exceptionnel, parce que jusqu'à présent, pour découvrir l'œuvre de François Roustan, nous avions ses livres, et là, nous avons un témoignage de toutes les conversations que Jean-Marc, qui a travaillé avec lui pendant plus de 20 ans, a collectées jour après jour, et qu'il nous transmet dans ce livre. Vous allez voir, mais c'est éblouissant, c'est vraiment éclairant, c'est un des plus profonds éclairages sur la psyché humaine que j'ai pu lire depuis très longtemps. Vous allez voir, c'est passionnant. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Fabrice. Alors je suis vraiment très content parce qu'on va parler avec toi d'une grande révolution dans le soin qui porte le nom, on pourrait dire, de François Roustan, avec lequel tu as énormément travaillé, et tu publies un nouveau livre de tes entretiens avec François. De quoi, c'est un peu une question vague, un peu, j'ai bien conscience, un peu énorme, mais de quelle manière François Roustan ouvre une révolution du soin assez renversante? Ça a toujours été son activité et son désir d'aider, de soulager la souffrance, puisqu'il a même commencé à être jésuite. Et c'était sa famille, hein, ses parents, qui ont dit bah, « Écoute, tu seras jésuite, c'est comme ça, il faut d'un enfant qui soit dans la religion. » Et donc, il dit « Bon, ok, donc je vais soulager les souffrances des personnes qui viendront me voir, me consulter. » Et donc, ça a toujours été comme ça. Et de jésuite à psychologue et à hypnothérapeute, il était passionné par qu'est-ce que je peux faire de simple et d'efficace pour aider quelqu'un qui souffre, qui s'angoisse, qui a des douleurs. Et donc, son chemin, c'était ça. Comment simplifier et être efficace, surtout, bien sûr. Et après avoir passé des années dans la psychanalyse, il l'a trouvée trop longue, il a trouvé qu'il y avait trop de passivité. Et donc, quand il a découvert l'hypnose, il s'est dit « Ah, mais alors voilà, c'est ça qui peut changer le chemin thérapeutique. » Une des grandes idées de ce que j'appelle, moi, la dimension révolutionnaire de François Roustan, c'est que pour changer, pour aller mieux, pour traverser une difficulté, c'est pas la compréhension qui aide. Et nous, on vit beaucoup dans cette idée, si je comprends, alors sous le divan du psychanalyse, en réfléchissant, en faisant que si je comprends, je vais changer. Une des grandes idées qui est vraiment commotionnante, qui, moi, auquel je ne cesse de penser depuis plus de 15 ans, parce qu'elle m'a vraiment... c'est pas par là que ça marche. Ça marche en faisant un geste, en faisant une action. Il faut trouver le geste approprié, nous dit-il. Alors, est-ce que tu peux essayer d'expliquer? Parce qu'on peut dire aussi, j'aurais dû le rappeler tout de suite, que toi-même, tu es thérapeute et que tu mets... ton travail est né d'un dialogue avec François de plus de 20 ans. Toi-même, non seulement tu connais le travail de François, mais tu l'appliques. Pourquoi la compréhension ne suffit pas à aider et pourquoi il faut faire un geste? En fait, il n'y a pas de protocole figé. C'est-à-dire, ça peut aider la personne
de clarifier la causalité des troubles que la personne ressent en ce moment. Mais c'est vrai que ça ne suffit pas. J'ai bien conscience qu'il faudrait que je modifie, j'ai bien conscience qu'il faudrait que j'arrête de fumer, que j'arrête de boire de l'alcool. Oui, j'ai conscience que j'ai été battu dans l'enfance. Ok, c'est clarifié, c'est la cause de mes souffrances, mais il manque un pas vers le changement, vers une modification. Et c'est là que lui est intervenu en disant, il y a un problème, il manque. Si je fais que parler, ça ne va pas suffire, il faut ensuite ressentir. Il faut que je puisse faire le geste qui presque, on pourrait dire, modifie la configuration. On pourrait donner une image, le patient est tordu comme ça, parce qu'il a beaucoup trop souffert. Le thérapeute, s'il continue à parler, à la limite, il sera peut-être de plus en plus tordu. Et quand le thérapeute intervient en disant, il suffit d'un geste, c'est-à-dire, mais c'est pas vous. Est-ce que vous pouvez? Et c'est ça l'important de la transhypnotique qu'il a senti. Il a senti que la transhypnotique pouvait défaire cette espèce de torsion qui faisait que la personne était de travers, voyait de travers, pensait de travers, ressentait dans son corps la douleur, parce que c'est douloureux d'être de travers. Et dès que la personne retrouve dans l'axe, si je puis dire, c'est-à-dire elle-même, les symptômes disparaissent. Il dit, mais c'est un miracle. Tellement que il a modifié le terme, même le terme hypnose l'agaçait, il a fini par appeler ça écothérapie, c'est-à-dire la thérapie la plus simple, finalement, voilà, pour faire vite et bien un travail qui était attendu depuis des années. Ça veut dire quoi, écothérapie? Alors, c'est sa trouvaille. Comme le mot hypnose énerve, agace, musical, manipulation, etc., il a dit, mais ce que je veux, c'est faire simple, donc thérapie aussi, et écho, c'est-à-dire en tenant compte de, presque on pourrait dire, de la personne, de sa simplicité, presque comme écologie finalement, c'est-à-dire comment retrouver le naturel. Donc, repenser l'action, que c'est une action, un geste, un mouvement qui peut nous transformer, c'est sortir aussi de toute l'idée habituelle qu'on a sur ce que c'est la pensée et ce que c'est l'action. Et dans Oui. le livre, c'est lumineux, il y a des pages lumineuses sur l'erreur que nous faisons de penser, je le cite, on sépare la pensée et l'action, la pensée serait à l'origine de l'action, mais la pensée n'agit pas. Et ça, c'est tout à fait stupéfiant aussi, parce que nous, on est Oui, vraiment dans cette idée. c'est Agir, vrai. c'est appliquer une pensée. Voilà, si je décide d'agir et de prendre ma tasse, j'ai pensé, je prends ma tasse et j'agis. Oui. Ce que montre François, c'est qu'il faut, c'est que c'est pas, c'est limité comme entendre de l'action. Oui, le mental ne suffit pas. La pensée, elle est précieuse, mais elle suffit pas. Par exemple, quand il dit à la personne, est-ce que vous êtes dans le fauteuil une personne qui vient le consulter. Le patient il dit, oui, je suis dans le fauteuil. Non, il dit, vous n'y êtes pas. Donc, en quelque sorte, il faut bien quitter la pensée, retrouver le corps, la posture, retrouver des sensations. Et quand la personne dit, oui, oui, j'y suis, donc on sait qu'elle a quitté la tête, c'est-à-dire les ruminations, les souffrances, et qu'elle est finalement presque comme le fauteuil, tellement qu'il finit par dire de temps en temps, d'accord, maintenant, laissez le fauteuil vous guérir. Et le patient qui est interloqué par cette formule, qu'il n'avait jamais perçue, entendue, qui est presque ludique, il écoute, et comme il est déjà dans une espèce de transe, de transformation, alors le fauteuil va me... Et finalement, il redevient comme un enfant qui se laisse modifier par un guide et qui modifie vraiment sa configuration. Et il dit, ah ben oui, en plus le fauteuil, il est sympa, il est confortable. Ah ben il n'a même pas d'émotion le fauteuil. Ben non. Ah ben alors moi non plus, j'ai pas besoin. Il s'identifie tellement au fauteuil qu'il redevient présent, tranquille, sans émotion, à sa place. Et cette espèce d'objectivation, c'est la présence du corps. Et ça, c'est
quelque chose qui n'avait jamais été abordé par les psychologues, les psychanalystes. Dans les écoles de psychologie, c'est toujours pas abordé, alors que c'est la seule façon que nous ayons de retrouver notre place, c'est d'être un corps, une présence, une respiration, et ce qui est vivant, c'est le corps qui devient le guide. Et jamais, et on pensait, comme vous avez dit, on pensait que c'était la tête qui devait nous guider. Ben non, c'est le corps. Pourquoi c'est pas la tête qui... donc tout ça est très surprenant et très radical. Et tu as raison d'avoir souligné au début, la seule chose qui anime François Roustan, c'est que ce soit efficace, c'est que ça aide vraiment les gens. C'est pas... Mais les conséquences de cette pensée sont quand même abyssales. Pourquoi c'est pas... Parce qu'en fait, pourquoi c'est pas la pensée? Alors, on pourrait dire que c'est toujours pareil. Il y a une phase pendant laquelle la personne peut comprendre, expliciter, d'accord. Mais pourquoi on se méfie aussi de la pensée? Parce que dans le cerveau, il y a des circuits qui sont figés. Il y a les circuits des addictions, que les neurologues appellent le système de la récompense, et qui tournent et qui demandent du plaisir. Ils ne demandent pas du bonheur, ils demandent du plaisir. Donc, du coup, je vais prendre de l'alcool, du tabac, du cannabis, de la cocaïne. Ah oui, mais ça me donne du plaisir, donc je vais apaiser mes souffrances. Ah oui, mais c'est du plaisir, c'est-à-dire ça ne dure pas. Et donc, dans le cerveau, on a plusieurs systèmes qui nous égarent. Et je rumine, et je me mets dans le passé, et je me mets dans l'anticipation anxieuse. Alors que lui, le corps, il est que dans le moment présent. C'est là qu'il respire, c'est là qu'il vit. Et donc, si je le rejoins, je peux quitter une déambulation qui m'égare et qui me fait souffrir. J'interromps quelques secondes l'épisode pour vous dire merci. Si vous êtes sur ma chaîne et vous êtes si nombreux à écouter Dialogue, c'est que vous êtes intéressés à prendre soin de vous, à avoir souci du monde, à vouloir développer plus d'affection, de tendresse, de chaleur dans ce monde qui en a bien besoin. Et si vous voulez être au courant de tout ce que je propose, de dialogues, de cours, de rencontres, c'est tout simple. Inscrivez-vous à ma newsletter en cliquant sur le lien ci-dessous et vous recevrez même un petit cadeau. Voilà, je reviens maintenant à la suite de ce dialogue. Après, ce qui est très radical aussi, c'est quand il parle de corps, quand tu parles de corps, c'est pas le corps opposé à l'esprit, c'est l'unité du corps et de l'esprit. C'est par le corps qu'on retrouve l'unité. Au fond, on pourrait dire, quand on va par l'esprit, on est coupé du corps. Quand on parle du corps, on arrive à rejoindre cette unité. Et on ne peut pas guérir si on n'est pas, on redevient pas vivant, unitaire, présent. Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, si nous nous déconnectons de notre corps, normalement, comme tu l'as dit, on est fondu, mais si je me déconnecte, c'est-à-dire que je donne l'avantage à la pensée, je quitte le corps, alors que c'est lui qui me guide. C'est le corps qui donne la mesure. Donc si je m'éloigne du corps, la pensée commence à se dilater, à grandir, et elle finit par me dominer, et j'oublie que j'ai un corps. Et je reste dans des désirs, des envies, des peurs, des souffrances. C'est le corps, et dans le passé, le futur. Voilà. Il faut réabsorber, comme tu l'as dit, la pensée pour qu'elle soit fondue dans le corps et qu'elle trouve la mesure, et quand corps et pensée sont rassemblés, l'équilibre est retrouvé, et je suis là, présent, et je dis, voilà, je suis vivant, ça me suffit, le moment présent, je me regarde plus. Pourtant, nous, on est vraiment éduqués dans le sens inverse. Je suis angoissé, ça vient du corps, et par la raison, je vais montrer que j'ai pas de raison d'être angoissé, et je vais essayer de me calmer en changeant ma représentation que j'ai de l'angoisse. Oui. Alors, qu'est-ce que tu me conseilles? Je suis angoissé. C'est pour ça qu'en Occident, nous sommes passionnés pour la méditation. C'est parce qu'on est allé voir, tu es allé voir d'autres cultures qui sont moins dans le mental et qui disent, c'est peut-être ça le chemin pour sortir de la souffrance. Vous, en Occident, est-ce que vous ne pensez pas trop? Est-ce que vous n'êtes pas trop dans l'intellect? C'est bien d'être dans l'intellect, bien sûr. Ça permet aussi
d'aller loin dans la science, dans la découverte, bah, évidemment. Mais on s'éloigne du corps. Et il faut régulièrement le retrouver. Et tous les grands penseurs disent, c'est quand j'ai retrouvé la non-maîtrise que l'intuition m'est venue et que j'ai découvert quelque chose qui m'avait échappé. Donc, en quelque sorte, ce qui est salutaire, c'est de retrouver ce corps de façon à ce qu'il redevienne le guide pour les souffrances, les addictions, les Prenons peurs. l'exemple, je suis angoissé, je sens de l'angoisse corporellement. J'ai juste envie de ne pas la sentir. Alors, absolument. Ce qui est très intéressant, c'est de trouver la singularité de la personne. La personne dit, voilà, je suis angoissé, ok, pas de problème, parfois depuis l'enfance. Hein. Et nous, on dit, c'est comme une image, monsieur, peut-être que vous marchez trop proche du bord de la falaise. C'est-à-dire, eh ben, si vous marchez au bord de la falaise, bah, vous pouvez forcément être que tendu et angoissé, puisque vous pouvez tomber. Mais c'est quoi le bord de la falaise? Eh bien, vous prenez des risques, vous voulez tout contrôler, vous vous apercevez que le contrôle n'est pas possible sur tout, vous n'êtes pas sur le chemin balisé tranquille. Mais qui vous a mis sur le bord de la falaise? Ah ben, mes parents, ils ont été agressifs, mon père m'a battu, enfin... ou bien ma sœur s'est moquée de moi, enfin bon, des choses pénibles qui ont fait que je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et je suis allé au bord de la falaise, je ne suis pas aimé, je ne suis pas considéré. Et au bord de la falaise, tous ceux qui sont au bord, ils vont tous mal. Ils sont tous tendus si je fais un faux pas. Et alors pourquoi ils s'angoissent? Parce qu'ils ont peur de tomber. Et pourquoi ils sont crispés? Parce qu'il faut qu'ils contrôlent tout. Et pourquoi ils ont peur de l'avenir? Parce qu'ils se disent peut-être je vais faire un faux pas, peut-être que 1000 hypothèses, et les peurs et les phobies se développent. Et quand François a dit replacez-vous sur votre chemin, dans le fauteuil, est-ce que vous êtes là vraiment? Le patient a dit oui, je suis là. Non, non, vous n'êtes pas là. Et quand le patient il revient à sa place, il revient sur le sentier balisé, de sécuriser, il dit ah, mais ça fait longtemps que je n'ai pas été aussi bien. Ouais, c'est juste parce qu'il s'est mis en sécurité. Il a vu qu'il était mal placé, mais pas de sa faute. C'est parce qu'on l'a bousculé par là-bas et qu'il a cru que c'était sa place. Non, sa place, c'est là. Donc le geste que tu viens de me faire, c'est un geste qui peut être métaphorique, qui peut être imaginaire, mais qui me ramène à ma place, qui me ramène au bon endroit, qui me ramène au centre de ma vie. Et au fond, le soin, ce geste, c'est ça, c'est de revenir au cœur de son existence, dans un endroit où on est sécure, dans un endroit où on est tranquille, Ouais. et que c'est ça le soin. Au fond, c'est comme si on était à côté de soi. La souffrance, l'angoisse, la frustration, tout ça, c'est comme si on était à côté du bon endroit, déplacé, Oui. et qu'il faut se replacer. Et donc, il ne s'agit pas, à nouveau, comme on l'a dit tout à l'heure, de comprendre, d'analyser, même si ça peut être utile, mais il s'agit de se remettre Oui. à un endroit. C'est vraiment invraisemblable. C'est quand même... En plus, c'est vrai. C'est pas un jeu pour essayer de trouver une thérapie originale. Non. Hier, une personne me dit, j'ai des migraines, j'ai des maux de tête, et en fait, j'ai très mal aux épaules, à la nuque, et quand j'ai mal, c'est horrible, ça me pourrit la journée. Ben, je lui dis, ça se contracte? Elle me dit, oui, c'est ça, ça se contracte, j'ai des céphalées de tension, je n'ai pas de migraine d'ailleurs, céphalées de tension. Je lui dis, ben, vous portez une charge trop lourde. Alors elle me dit, ben quoi? On a cherché, parce que la charge, si on regarde, on la voit pas, mais elle la porte. Elle me dit, ah oui, oui, ah oui, ah ben oui, c'est vrai. C'est moi qui gère tout à la maison. Ma mère était très sévère avec moi, mais très agressive. Mon père, il voulait que je fasse des études supérieures, il me mettait la pression pour, et donc elle porte cette charge depuis la petite enfance. Elle me dit toujours, je regardais ma mère en me disant, elle va me crier dessus, elle va m'angoisser, et je fais pas ce qu'il faut. Donc elle porte depuis l'enfance cette charge. Donc je lui dis, ben voilà, il faut vous décharger. Ça veut dire que les douleurs, par exemple, dans son cas, c'est juste un symptôme qu'elle porte la charge.
On va pas lui... À quelqu'un qui porte une valise de 30 kilos et qui a mal au bras, on va pas lui dire on va calmer la douleur du bras. Lui dire, t'as qu'à lâcher ta valise. Eh ben c'est pareil. Elle a compris, elle me dit, ah ça c'est nouveau pour moi. Et ça c'est complètement le travail de François Roustan qu'on a échangé voilà, pendant des années. C'était, c'est quoi la charge? Elle peut dire rapidement c'est quoi la charge. Voilà, c'est pas un problème. Et après, est-ce que je suis d'accord pour être moins perfectionniste, moins exigeante, moins de maîtrise, que j'accepte les défauts, que je n'ai pas peur du regard, parce qu'elle est toujours sur le regard de maman. Voilà. Et si elle veut bien lâcher, bah, c'est le cas de le dire, eh ben, la douleur va partir. Elle sort de la séance en me disant, extraordinaire, ça fait longtemps que je n'ai pas vécu ce soulagement. On espère bien sûr que ça va tenir longtemps et qu'elle va s'adapter à cette posture qui est celle de la femme qui est vraie, parce que la petite fille qui porte la charge, elle subit l'influence. Et nous, maintenant qu'elle est adulte, on dit, mais ça y est, c'est bon, vous n'avez plus d'influence, laissez-vous être vous. Vous n'avez plus à porter. Laissez-vous être vous. Au fond, c'est ça, la guérison et le soin passent par laissez-vous être vous. Alors, on va parler un peu de ta rencontre avec François et du travail que tu as fait avec lui. Donc, toi, tu es médecin, tu es confronté à la douleur, et ton interrogation première vient de là. Comment soulager la souffrance? Oui, oui, tout de suite, j'ai été orienté dans les centres de traitement de la douleur où j'ai fait des vacations pendant 30 ou 40 ans, voilà, pour voir, mais qu'est-ce qui se passe pour les douleurs chroniques? Parce que pour les douleurs aiguës, on a des médicaments, puis ça passe. Douleur d'un soin, d'une opération, d'une chirurgie. Tandis que pour les douleurs chroniques, on disait, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça devient chronique? Donc, j'ai décidé comme ça de rencontrer François Roustan pour ouvrir une formation qui pourrait aborder tout ce qui est chronique finalement. Les douleurs, les addictions, les phobies. Alors lui, il est bon au début. Donc François Roustan est très connu déjà. Il a été un des grands psychanalystes, très proche de Lacan. Puis il a rompu. Il a écrit des livres qui ont été très remarqués de critiques d'une extraordinaire finesse, sans doute les critiques les plus fines qu'on a fait à la psychanalyse, indépassable. Oui. Il s'est tourné vers ce qu'on appelle l'hypnose, mais c'est mal dit parce que c'est vraiment une thérapie de la relation, une thérapie Oui. très révolutionnaire qui remet en question, comme on l'a dit, toutes nos préconceptions sur ce que c'est le soin, la compréhension, l'opposition entre le corps et l'esprit, etc. Et donc toi, tu vas le voir, et lui, il est psychothérapeute, et tu lui dis, j'aimerais faire une formation avec vous pour les douleurs chroniques. Donc il est au début un peu étonné. Et tu racontes très bien, c'est un livre bouleversant, parce qu'il y a tous vos entretiens pendant 20 ans, puis il y a aussi, tu racontes comment tu le rencontres, et donc tu racontes, on voit très bien la scène, et donc là, tu lui Ah oui, je raconte, c'est absolument... Tu peux raconter, parce que je trouve... Oui, en fait, voilà, j'avais assisté à des conférences, moi, j'avais trouvé brillant, et tellement une profondeur que j'avais jamais rencontrée nulle part dans sa façon d'exposer, de réfléchir, d'analyser. Et je sentais une telle générosité aussi pour transmettre ce savoir. En fait, il avait fait un exposé avec dans l'école de Léon Chertok, et c'est là où j'avais appris l'hypnose, et j'avais été fasciné par le personnage. Voilà, que j'osais à peine approcher tellement je le sentais dans les sommets intellectuels et de la pensée. Et finalement, je vais le voir en lui disant, écoutez, je vais ouvrir une école, et sous-entendu, il me faut quelqu'un de crédible et qui a bien compris ce qu'est le soin et l'hypnose. Alors, je vais le voir et il me dit, mais c'est-à-dire pourquoi? Et ben, je lui dis, voilà, je vais vous faire une expérience, un test. Je lui prends la main alors qu'on ne se connaissait même pas. Je prends une pince et je lui dis, voilà, je vous pince et je provoque une douleur aiguë. Il se laisse faire complètement. Et je lui dis, maintenant, allez-y, calmez la douleur. Au bout d'un moment, il me dit, oui, ça y est, j'ai moins mal. Je lui dis, ben voilà, pour moi, c'est ça l'hypnose.
de pouvoir réduire quelque chose, une perception désagréable. Il me regarde parce que lui, il n'était pas du tout confronté aux soins, il était confronté qu'à des personnes dans la souffrance. Alors il me regarde un peu, c'est quoi ce gars, il est bizarre. Voilà, et il ose même me faire un test, on se connaît à peine. Bon, je n'avais pas peur, j'étais désinvolte. Et je lui ai dit, vous viendriez avec moi qu'on ouvre une école? Il me dit, laissez-moi 24 heures. Alors, je dis, bon, d'accord. Et on attend. En fait, il va voir sa femme et il lui dit, est-ce que j'accepte cette proposition? Bah, il dit, bah oui, vas-y, pourquoi pas? Ça va se passer à l'hôpital Ambroise Paré. Allez. Et donc, il accepte, il me rappelle le lendemain, il me dit, allez, c'est d'accord, on y va. Et donc, Juste, je fais une parenthèse. Oui, l'expérience que tu as faite permet de comprendre vraiment quelque chose. C'est-à-dire, on a une douleur, elle est objectivement causée. On a un pouvoir Voilà. d'enlever la douleur, qui n'est pas un pouvoir qui vient. Je le redis parce que ceux qui connaissent pas, c'est surprenant. Ce n'est pas par la volonté, ce n'est pas par la raison, c'est changer ma position et mon rapport à la douleur. Oui. Et ça, c'est un savoir que très peu de gens connaissent, qu'on a oublié. Oui. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle le plus souvent la psychologie. Ça n'a rien à voir avec la plupart des choses. Quand je parle d'une révolution, c'est très, très stupéfiant. Mais c'est une modification de ma présence qui fait que je ne ressens... La douleur est là, mais je ne la ressens pas de la même manière. C'est quand même... moi, quand j'ai découvert, grâce à toi, François Roustan, et que je l'ai rencontré, je veux insister parce que ça a été pour moi... c'est ce qui fait quand on ne connaît pas, on n'arrive même pas à se représenter ce que ça peut être. Cette possibilité de... Personne ne travaille ça, parce qu'en Occident, j'ai mal. Hein, on considère la douleur comme si j'étais, comme d'un point de vue purement comme machinal. Comme agression, oui, ou comme machinal, comment tu me donnes un médicament pour enlever la douleur. Mais le rapport à ma propre souffrance, comment je peux le moduler, personne ne parle de ça. Absolument. La psychologue va me parler de mes problèmes avec ma mère, avec mon père, mais personne ne va me dire comment je peux changer de position par rapport à une douleur au bras, mais aussi par rapport à la main, mais aussi par rapport à une angoisse. Et là, je pense que ton exemple permet vraiment de comprendre ce qui a été pour moi, comme pour tous ceux qui découvrent cette pensée, une révolution abyssale. Alors, vraiment, c'est tout à fait ça. Merci de me cadrer là-dessus, parce que c'est ça le point fort. C'est-à-dire, on cherche les ressources. On implique le patient. Alors qu'avant, il était passif, effectivement, en disant « Ah, je dois subir ». Et là, on lui dit « Non, non, vous subissez pas. Faites ce qu'il faut pour atténuer la perception douloureuse. » Ah bon, c'est moi qui... Oui, vous avez les ressources. C'est dingue. Personne ne sait qu'on a des ressources. Et ce qu'on va découvrir, c'est qu'on a des ressources qu'on ne soupçonnait pas, qu'on ne connaissait pas, invraisemblables. Voilà, et à force de travailler tellement j'ai même fait une étude à l'hôpital Ambroise Paré sur des volontaires sains, bien sûr, pour voir comment ils acceptaient ou pas de réduire la perception douloureuse. Et il y a tout un groupe de personnes qui disaient « Oui, c'est bon, ça baisse », et il y a un groupe qui disait « Non, ça augmente ». Et donc, c'était intéressant de voir comment la personne, suivant le vécu qu'elle a eu dans sa vie, peut agir pour réduire et peut ne pas agir pour réduire, voire même dire non, c'est encore plus fort. Ça augmente de pire en pire. En paniquant, par exemple. En paniquant, en disant arrêtez, j'en peux plus, c'est trop fort. Alors que c'était juste un petit pincement. Et c'était intéressant justement de voir la singularité de chaque personne et de ne pas généraliser, bien sûr. Et c'est parce que je vais dans la singularité de la personne, son originalité, sa spécificité, que l'on peut vraiment être efficace. Et tellement qu'on a mis en évidence que si je provoque une douleur ailleurs, alors parfois, la zone qui était menacée devient elle aussi calmée. C'est-à-dire qu'il fallait détourner l'attention de la personne pour qu'elle puisse calmer et non pas
attendre quelque chose qui soit direct, il fallait faire de l'indirect. Bon, et tout cela, voilà, j'en parle à François Roustan, qui, lui, effectivement, dit, mais moi, ça me va, puisqu'on retrouve le corps, comme tu l'as dit, je retrouve les ressources, et la personne n'est plus un objet qu'on manipule, c'est elle qui trouve le chemin pour aller mieux. Donc tu fondes cette école, et le livre que tu publies, c'est toutes les discussions que tu as avec François pour réfléchir à l'enseignement, voir comment faire. Voilà. Donc c'est la meilleure introduction, je trouve, au travail de François Roustan. Alors là, pour l'avoir rencontré et avoir travaillé avec lui, Oui. je trouve que il y a les livres qu'il a écrits, que je trouve formidables, mais Merci. là, on le voit, comme je l'ai vu, parler, discuter. Oui. Donc ça, mais ce sur quoi je voulais t'interroger, donc, il a 73 ans quand tu le rencontres. Donc Oui. c'est déjà un homme qui a un long travail derrière lui. Et là, vrai. vous partez pour 20 ans de travail, puisqu'il va enseigner presque jusqu'au bout. Moi, je l'ai vu chez toi, Oui. à l'hôpital, à plus de 90 ans, enseigner avec une intensité de présence mais complètement commotionnante. Oui. Et ce qui est tout à fait stupéfiant, c'est la passion qui va vous lier, toi et lui. Toi, de l'interroger, vraiment avec une passion sans relâche, et lui, passionné d'avoir quelqu'un qui l'interroge, qui le pousse à aller plus loin. C'est assez extraordinaire comme relation. J'avais jamais connu effectivement une telle relation, c'est-à-dire où nous sommes effectivement tous les deux passionnés par la compréhension et puis par cette découverte, on pourrait dire, c'est-à-dire passer de quelque chose qui nous semblait effectivement pas très efficace à quelque chose qui est efficace. Pour nous, c'était une découverte. Je pense que tous ceux qui ont découvert ces moyens thérapeutiques ont été éblouis, que ce soit Jean-Martin Charcot, que ce soit tous, ils ont dit mais c'est une révélation. Et c'est toujours étonnant d'ailleurs que c'est toujours pas enseigné dans les universités, ni de médecine, ni de psychologie, alors que c'est ça qui est efficace. Donc on a travaillé comme ça. On se voyait comme on se voit là aujourd'hui, dans les cafés, les restaurants, mais très souvent. Et je branchais mon téléphone et j'enregistrais. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, bah, j'enregistre nos conversations. Alors dessus, il y avait un peu tout et n'importe quoi. Et puis de temps en temps, hop, il donnait un cas clinique, il donnait une pensée d'une profondeur, d'une pertinence. Et c'est ça que j'ai mis dans le livre, c'est-à-dire le vécu, les expériences cliniques, les sensations, les modifications de définition pour que ce soit vraiment quelque chose qui soit un éblouissement pour ceux qui apprennent l'hypnose, qui disent « Ah, mais c'est incroyable, c'est un chemin complètement original. » Voilà, c'est ça que j'ai collecté. Alors, de temps en temps, je faisais un peu le naïf aussi, pour qu'il puisse dire, lui, sa pensée. Mais c'est vrai que c'était une passion de pouvoir avancer et de transmettre ça à des patients. C'est beau à lire, de voir un dialogue comme ça sur le terrain, sur le vif, pour essayer d'approfondir et de comprendre. Parce que c'est très simple, mais c'est très, très... oui, c'est original. C'est très original. Oui, c'est original parce que lui, comme tout le monde, il connaît les articles, c'est-à-dire il écrit un article, et bon, ok, c'est magnifique. Il connaît l'interview, voilà, le journaliste est là, il me pose des questions sur ce que je pense, ok, ça c'est différent, c'est un bavardage, voilà, mais qu'on essaye de faire plus profond, mais enfin, c'est comme ça. Et donc ça n'existait pas du tout. Tellement il était un peu inquiet en disant « Mais tu vas en faire quoi ?» Sous-entendu, c'est un bavardage, c'est pas sérieux. On rigole, on fait des blagues, on chante, on échange. Je lui ai dit « Mais c'est bien, on verra. Je sais pas ce que j'en ferai, mais au moins, c'est humain. » Voilà, donc c'est pas quelque chose de sophistiqué, élaboré, très mental. D'ailleurs, il a même critiqué des premiers livres qu'il a écrits. Il me dit « Moi, on n'y comprend rien. » C'était quand j'étais psychanalyste. Et il dit maintenant, quand j'écris, et d'ailleurs son style s'est épuré, est devenu de plus en plus léger, de plus en plus simple, de plus en plus dépouillé, parce qu'il veut aller à l'essentiel.
et pas un style alambiqué avec des formules voilà, mystérieuses, bizarres, intellectuelles. Non, on va directement au but, comme avec le patient. Dans toutes ces années, quels sont les enseignements qui t'ont le plus commotionné ou renversé Et il y avait une espèce de ping-pong. C'est-à-dire, moi, par exemple, je me mettais au tableau et lui, il décrivait la séance. Et il disait, alors, première étape, et moi, j'écrivais. Donc, il faisait le maître. Et deuxième étape, j'ai dit, oui, deuxième étape, c'est ça. Ah, j'ai dit, non, non, tu ne m'avais pas dit ça. Ah oui, d'accord, oui, alors, ok, c'est plutôt comme ça. Et on corrigeait. Et puis, dans la salle, ça intervenait. Et on faisait vraiment comme à l'école. Voilà, on écrivait les différentes étapes, les différentes perceptions restreintes, élargies, de façon à transmettre. Et on faisait sans arrêt un ping-pong. Et j'ai retrouvé quelques élèves qu'on a formés, des médecins, qui disent mais c'était drôle, votre ping-pong, votre complicité. Il y en avait un voilà, qui posait une question à l'autre, et nous, on profitait des échanges que vous aviez. Et on faisait ça tout le temps. Oui, mais je pense que ma question, c'était qu'est-ce Le plus émouvant. Oui, dans les enseignements, des choses qui t'ont déconcerté ou que tu as énormément appris dans tous les enseignements. Il y a deux moments qui me reviennent comme ça très fort. C'est quand il était très âgé et qu'il venait tout de même, tellement il voulait qu'on continue à se voir, à parler, à enseigner, alors qu'il était déjà très âgé, très fatigué. Et l'autre moment qui a perturbé tout l'amphithéâtre, c'est quand il a dit deux choses. Il dit, c'est bien, vous avez maintenant, en fin de formation, c'est bon, vous avez compris l'hypnose, vous avez compris les techniques, les exercices. Et tout le monde disait, oui, oui, oui. Et elle dit, très bien. Eh bien maintenant, tout ce qu'on vous a enseigné, oubliez-le. Et les gens dans l'amphi disent, attends. On a travaillé tellement dur pour essayer de comprendre. Voilà. Oubliez-le, c'était ce qu'il voulait dire. En fait, intégrez-le. Ne restez pas bloqué dans un protocole. Et les gens... Donc, il faisait ça aussi bien dans l'enseignement qu'avec le patient. Mais pour toi, c'est ça, moi, qu'est-ce qui t'a, toi, et nous, appris on éclatait de rire. Oui, mais toi, qu'est-ce qui t'a appris à toi qui te revient comme ayant été une vraie découverte? Alors, on pourrait dire l'autre situation qu'il a vécue dans l'amphi, et il a dit, c'est bien, vous avez bien appris les techniques, vous pensez pouvoir aider les patients qui viennent vous voir? Oui, c'est très bien. Et il dit, mais en fait, la formation à l'hypnose, et les gens le regardent comme ça, tellement il dit les choses de manière puissante, en fait, c'est le changement chez le thérapeute. Ça t'a beaucoup marqué, ça? Mais oui, parce que ça veut dire c'est nous qui changeons pour pouvoir mieux accueillir. On pense c'est moi qui vais pouvoir agir plus efficacement. Non, mais en fait, c'est nous qui changeons. Et c'était tellement fort que beaucoup de collègues me disent, en fait, j'ai changé, je ne suis pas comme avant. Ça m'a tout transformé de pouvoir percevoir comme ça. Et du coup, je me suis dit, oui, bah alors c'est ça qui est un des éléments, voilà, qui sont les plus C'est vrai, forts. moi je me souviens, C'est quand changer. Quand j'ai fait une séance avec François, une des choses qui m'a le plus bouleversé, c'est sa capacité d'être là, sans rien dire, et je me suis senti accueilli absolument. C'est rare dans une vie humaine de sentir que quelqu'un vous accueille absolument, entièrement comme celui que vous êtes. Et c'est sûr que ça, c'est très profond soulagement. Moi, il y a une chose qu'il avait dit que je trouve très frappant. C'est un jour, donc, dans l'amphi, il dit, il arrive comme ça le matin, donc comme tu dis, très âgé, il arrive, il dit, est-ce que vous avez peur avant de faire une séance? Levez la main. Il dit, ceux qui n'ont pas peur, changez de métier. Ça m'avait énormément frappé. Ah ouais, parce que fort. Si on n'a pas peur et qu'on sait déjà d'avance ce qui va se passer avec le patient, eh ben, c'est un protocole et c'est pas vivant. Et on peut dire que quand même la grande idée de François, c'est que la thérapie, le soin, c'est une relation. Et que dès qu'il y a un protocole, il n'y a plus de soin. Parce que le soin implique, voilà, comme tu disais, d'être présent à l'autre, d'être ouvert à l'autre.
oui. pour l'aider à trouver sa place. Alors, Ça m'avait beaucoup frappé, je dois dire. Ça, c'est vraiment... mais parce qu'on pense toujours que si oui, on n'avait pas peur, voilà. à la fois comme thérapeute, moi qui ne suis pas thérapeute, mais dans la relation à l'autre, tout ça, si on n'avait pas peur, ce serait bien. Oui, oui, oui. Et en fait, non. Ben, c'est-à-dire que il y a une phase qui est délicate, c'est celle où on voudrait vraiment pouvoir aider et on n'est pas sûr. Alors du coup, on n'est pas bien. Et puis, est-ce que j'ai la bonne configuration? Est-ce que je suis prêt à accueillir quelqu'un? Avant chaque patient, il me disait que il faisait 1 ou 2 minutes d'auto-hypnose, voilà, de petites pauses, voilà, comme tu es là, pour vider les problèmes perso. Voilà, puisqu'il en a traversé, il a perdu son épouse, il a perdu des proches. Et une fois qu'il sentait que ça y est, dans le fauteuil lui aussi, ça y est, c'est calme, c'est vide, il se levait, il ouvrait la porte et il pouvait accueillir le patient et être complètement disponible à ce qu'il disait. Et donc, c'est cette hyper-présence, elle est nécessaire pour le patient, bien sûr, mais surtout pour le thérapeute, pour qu'il puisse guider. Un autre point fort qu'il donnait, il dit le thérapeute, c'est pas un guide qui devance le patient, c'est un guide qui est côte à côte et on avance ensemble. Donc j'anticipe pas, c'est-à-dire je ne fais pas à la place du patient. Non, non, je reste avec et on marche. Et cette façon-là d'avancer, c'est plus le guide de haute montagne, voilà, qui dit suivez-moi. Non, non, il y a le patient qui fait son chemin et on accompagne. Et c'est donc une vision tout à fait passionnante. Voilà. Il y a, moi, en lisant le livre, j'ai l'impression que la chose qu'il te dit personnellement, parce que donc évidemment, il parle surtout d'hypnose, mais la chose qu'il te dit à toi personnellement le plus, c'est, j'ai l'impression, souvent il revient là-dessus, c'est de te dire d'être davantage sans intention par rapport au patient. Oui. Et même sans projet par rapport au patient. Et tu es un peu déconcerté, Oui. il revient, il t'écrit des mails, il essaye de réfléchir à comment faire passer cette idée un peu surprenante, parce qu'on pense qu'au contraire, quand on est thérapeute, il faut avoir de la compassion, il faut être bienveillant envers le patient. Et lui, il est tout à fait opposé à ça. Oui. Et c'est beau parce que au début, tu dis, mais quand même, là est-ce que tu n'exagères pas un peu? Et il insiste beaucoup sur l'idée que c'est en trop. Oui, c'est ça, de ne rien vouloir à la place du patient. Oui, c'est très radical, ça. Et on voit qu'il revient beaucoup là-dessus. Il te pousse beaucoup dans cette direction-là, non? Alors, oui, parce que c'est là qu'on est vraiment bénéfique. C'est-à-dire, si je veux à la place, je veux que cette personne aille mieux, parce que c'est normal, c'est mon boulot. Je veux que cette personne soit heureuse. Ben non, mais ça va pas. Parce que si je veux, en quelque sorte, je freine le changement chez le patient, puisque je devance. Alors que si je suis juste à accompagner, je laisse ce patient, voilà, retrouver son chemin. Et donc, ne rien vouloir à la place, c'est aussi laisser vide pour que la création puisse venir. Et la création, c'est une inspiration du patient qui dit « J'ai apprécié que vous m'accompagniez parce que je me sentais un peu perdu. » Et donc ça, c'est la relation. Et cette relation de confiance m'a aidé à avancer. Un peu comme un enfant, voilà, qui apprend à marcher parce qu'on est là, on fait attention, on tient la main, mais on ne se met pas devant en disant « Voilà, tu me suis. » Ben non, on est à côté, on dit « C'est bon, les pieds, ah, il trébuche, hop, on le relève. » Voilà. Et au fond, la thérapie, c'est comme quand on a appris à marcher. C'est-à-dire, on est sûr que la personne va retrouver l'équilibre, qu'elle va retrouver, mais on accompagne. Si elle tombe, ça arrive qu'on tombe, hein. Hop, on le relève, hop, elle se relève et elle recontinue. Et après, ça y est, c'est bon. J'ai retrouvé mes instincts, mes réflexes, j'ai retrouvé l'équilibre, j'ai retrouvé la bonne posture. Et nous, on est là vraiment comme... peut-être qu'on est comme le papa, la maman, le prof, l'instituteur, voilà, quelqu'un de bienveillant. Voilà, qui redonne confiance et la personne, ça y est, elle sait marcher.
Donc, dans le livre, il y a plein de cas pratiques. Donc, il aime beaucoup te raconter. Voilà, quelqu'un, il dit jamais il dit jamais le client, ni même le patient. Il dit quelqu'un est venu. Oui. Il raconte l'histoire. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a vos discussions et des choses où il essaye de te pousser un peu. Et puis, il y a aussi la quintessence de son enseignement qui est présenté. Et je voudrais revenir sur un point qui est un peu sa création et qui est un peu une idée très forte. C'est la veille restreinte et la veille généralisée. Peut-être, si tu veux bien expliquer, parce qu'on voit presque, Oui. on voit comment ça se crée, comment il développe, comment dans le livre. Oui, quand je lui ai dit l'hypnose, c'est un processus en plusieurs étapes, il a adhéré, parce que tout le monde présente l'hypnose comme un état. Et je lui ai dit non, qu'est-ce que tu en penses? C'est pas un état, c'est un processus avec des étapes. Et il me dit ok. À ce moment-là, il me dit on va dire qu'on débute par une veille restreinte, c'est-à-dire la personne, nous aussi, hein, bien sûr, focalise sur une perception restreinte, c'est-à-dire et comme c'est restreint, c'est comme si on regardait un point et qu'au bout d'un moment, on dit « Ah, mais ça s'embrouille. » Ben oui, c'est restreint. Alors que si je regarde large, tout est net. Et si je reste fixé, ah ben non, ça s'embrouille. Donc la perception restreinte, c'est la pathologie. C'est la personne qui regarde quelque chose, le passé, les souffrances, les douleurs, ma migraine, mon côlon, mon sommeil. Et plus je regarde quelque chose, et plus ça s'embrouille, puisque je fixe restreint. Et du coup, je ne peux pas résoudre, c'est confus. Et donc, le travail thérapeutique ou autothérapeutique, on peut faire soi-même, bien sûr, c'est dire, bon, attends, je défocalise, là, j'en peux plus, j'élargis, voilà, il y a plus large que ça. Hein. Un jour, une jeune femme vient le voir et lui dit, j'ai été abusée et ma vie est pourrie, je veux pas rencontrer de garçon, je veux pas construire ma vie. Et donc, sa perception est restreinte sur ce drame, cette souffrance qu'elle a vécue. Elle fait pas exprès, c'est quelque chose de très violent, voilà, qui est là tout le temps, qui l'envahit. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi j'ai subi? Les autres, ils n'ont pas su. Il la regarde, il veut élargir sa perception, il veut faire une veille élargie et pas restreinte. Qu'elle puisse percevoir. Alors il la regarde et il lui dit, « Madame, je vous regarde, je ressens, et je vois que vous êtes beaucoup plus que le drame que vous avez vécu. » Et effectivement, sa perception à elle s'élargit. De veille restreinte, elle passe à veille élargie. « Ah, il a vu que j'étais plus que ça? Ah ben oui, je vois, hein, vous êtes plus que ça. » Et le fait est qu'elle est forcément plus que ce drame. Elle a des qualités, elle a une profession, elle est plus qu'un drame. On est plus tous. Et ça s'élargit, ça s'élargit. Il attend dans le silence qu'elle... Oui, parce que ça peut dire, c'est pas juste qu'elle comprenne ça, mais elle vit. Elle le vit. Il lui fait, comme on a dit, c'est d'abord l'idée que c'est un geste qu'il faut faire. Donc il lui fait faire le geste de se défocaliser de l'identification qu'elle a à sa seule souffrance. Voilà. Comprendre n'a pas suffi, il faut ressentir. Donc elle ressent. Elle est en train de ressentir ce que lui a ressenti. Puisqu'il lui dit, il ne dit pas, « Madame, je sais que... » Non, il lui dit, « Je ressens. » Et du coup, elle limite. Elle dit, « Ah bon, il a ressenti ça. Et moi, je peux ressentir. » Ah ben oui. Donc elle se met à ressentir dans un état de transe. Et au bout d'un moment, d'une demi-heure, où il n'a plus rien à dire, il lui dit, « Ça va ?» Elle dit, « Ouais, ouais. » Et il dit, « On prévoit une autre séance ?» Elle dit, « Non, non. Non, non, ça y est, c'est résolu. » Et il dit, « Mais je suis là, hein, s'il y a besoin. » Elle dit, « Oui, oui. Mais il n'y a pas besoin, ça y est. » Le déplacement est fait. Ça s'est ouvert. Oui, parce qu'après, il faut dire aussi, la grande idée de François, c'est qu'il n'y a pas besoin de passer 10 ans chez un thérapeute, quelques séances suffisent. Parce qu'il s'agit de se reposer au bon endroit, donc il n'y a pas besoin de... Absolument.
tellement qu'il avait proposé à maintes reprises de faire la séance unique. C'était son thème. La séance unique, c'était pas la performance, vous devez... Non, non, non. C'est que si la personne a basculé, tac, ça s'est ouvert, elle est présente, ah, elle a adoré ça, elle s'est sentie... Eh bien, c'est bon, il n'y a pas besoin de revenir. On est déplacé ailleurs et quelque chose change. Parce que si on lui dit, vous revenez, alors elle va dire, ah bon, d'accord, donc je retourne dans la souffrance et je reviens et vous me refaites la même chose. Ah ben non, ça va, c'est bon. Vous l'avez fait, ça va, il n'y a plus besoin. C'était ça l'intérêt de la séance unique. Ce qui est très impressionnant aussi, si on prend l'exemple que tu as raconté, c'est complètement déculpabilisant. La femme arrive, elle est prise dans sa souffrance, et normalement, souvent, oui, on va lui dire des reproches. Pourquoi vous ne lâchez pas? Pourquoi vous êtes comme ça? Mais ou la plainte. Ah, ma pauvre, vous avez beaucoup souffert. Il était très très opposé au thérapeute qui plaint la patiente. Bah oui, la fin de la plainte. Oui, l'un ou l'autre, plaint de la patiente ou la consoler. Il était tout à fait contre ni consoler, ni culpabiliser. Donc c'est très impressionnant parce que là, c'est vraiment juste aider la personne à se remettre à un endroit plus juste pour elle. Parce que la veille restreinte, tout ce que tu disais au début, on est déformé, on n'est pas au bon endroit, on est coincé dans sa douleur, coincé dans sa plainte, coincé dans son problème. Et c'est ce déplacement qui est absolument... qui est éclairant, qui... Absolument, oui, oui. C'est ce que on disait tout à l'heure. Si la personne est au bord de la falaise, ben, forcément, on va pas lui faire un reproche. Si elle, j'ai pas confiance en moi, ben, c'est normal, tu es au bord de la falaise. C'est logique. J'ai pas confiance dans mes jambes, j'ai pas confiance dans mes capacités à me relever. Et dès que la personne est de nouveau sur son chemin, c'est-à-dire qu'il a ouvert la perception, il dit, mais vous avez vu, il y a un autre endroit où on peut se mettre. Ah oui, c'est vrai, moi je focalisais là. Dès que ça s'ouvre, tout devient net. Parce que si je focalise, ça devient confus. Et si je défocalise, ah oui, ah ben là, il y a des livres. Ah, mais il y a un plafond. Ah, il y a des tapis. Et du coup, ma curiosité s'en va. Et ah, mais tiens, je ressens le fauteuil. Voilà. Et du coup, ah, mais j'étais de travers. Attends, je me remets bien. Et en quelque sorte, je retrouve le corps, je retrouve ma place et les symptômes disparaissent. Alors, ce qui est très impressionnant chez François Roustan, et le livre en témoigne, c'est sa créativité infinie. C'est pas juste qu'il a une détermination, une définition. Il invente plein de nouvelles manières de décrire la chose. Une autre manière de parler de ce passage, d'un état où on est coincé à un état plus ouvert, c'est de parler du fait de redevenir vivant. Donc ça revient tout au long du livre. Au fond, la souffrance, on peut dire l'exemple de la femme qui a été abusée quand elle était enfant, la douleur, c'est comme si on n'était plus vraiment vivant et que l'enjeu, c'est de redevenir vivant. À vrai dire, c'est vrai que c'est une formule qui revient souvent dans la posture. Pouvez-vous, là, monsieur, madame, vous sentir juste un être vivant qui respire? Dans les stratégies thérapeutiques, il y a les deux, puisque dans un article, il a écrit comme un objet. Il a dit, bah alors c'est un objet, c'est pas vivant. Ben, pourquoi pas? On peut être un objet vivant. Parfois, on regarde une œuvre d'art, on dit, mais c'est vivant. Alors que c'est une peinture, une sculpture. Donc sa stratégie, c'est thérapeutique dont on s'inspire tous. C'est l'objet est présent, il m'inspire, c'est une création originale. Ça veut dire quoi être vivant? Pourquoi on n'est pas vivant? Qu'est-ce que ça veut dire être vivant? Eh bien, c'est avoir sa singularité, c'est-à-dire, même Milton Erickson faisait, pouvez-vous ressentir l'air qui rentre et qui sort de vos narines? Oui, oui, ça y est, je le ressens. Donc à la fois, je retrouve le corps qui est vivant, à la fois, je suis dans le présent, parce que c'est dans le présent que je vis. Donc être vivant, c'est revenir au corps. Être vivant, c'est revenir... Dans le moment présent, parce que
L'avenir, ben non, le passé, il est mort. Donc, Être vivant, c'est aussi laisser un peu de côté la conscience qui se regarde, qui nous regarde, de se regarder soi-même. Être vivant, c'est pas avoir besoin de se regarder. c'est donc aussi être animal. C'est un peu surprenant. Il revient souvent là-dessus. Quand je me regarde, Oui. quand j'essaie d'être conscient de moi-même, je suis pas vraiment vivant. Je suis moins vivant. Oui, puisque je suis moins animal. L'animal ne se regarde pas. Donc, redevenir animal, c'est redevenir vivant. Voilà, ça aussi, c'est une de ces thèses qu'on reprend souvent. Parce que l'animal, il ne se regarde pas, il ne se juge pas. Il n'a pas besoin de se critiquer, il n'a pas besoin... Il s'adapte. Et donc, si je suis juste un être vivant, Encore une fois, c'est pas qu'il faut qu'on devienne comme des animaux, mais pour devenir humain, il faut accepter cette part animale en nous, voilà. qui nous libère d'une coupure que nous avons, d'être coupé de cet instinct, de cette manière d'être... Voilà, oui, parce que sinon, je dis, est-ce que j'ai réussi dans mes ambitions? Est-ce que ça va aboutir? Est-ce que Ça, c'est mes amis inutile. sont là? Voilà, ça marche pas parce que l'animal, lui, dit, bon, écoute, c'est bon, je suis comme je suis. Il Je n'a suis pas comme je suis. d'attente. Ça, c'est tout à fait aussi. On peut dire que Absolument, c'est une autre formule. c'est une autre formule qu'il a tout au long du livre. Je suis comme je suis. Voilà, Assumer ça. qu'il a repris de la formule de Dieu, bien sûr. Voilà, quand Moïse, c'est une de ses formules, quand Moïse est là, il demande Dieu, qui es-tu? Voilà, pendant la sortie d'Égypte. Et Dieu, il dit I am as I am. Enfin, voilà, on le traduit comme on veut. Et il dit pas je suis Dieu. Non, il dit je suis comme je suis. C'est-à-dire c'est confusionnant et en même temps, vous n'as pas à définir un être vivant. Il existe, donc c'est bien. Donc on n'a pas besoin de se définir. Se définir, c'est pas, Voilà. ça complique les choses. Il faut Voilà, revenir à une forme de simplicité au fond. Une simplicité, c'est pas ma carrière. Non, je suis un corps vivant qui respire. Et on pourrait dire une œuvre d'art, puisque c'est une pièce originale. Il n'y a souvent pas deux exemplaires, hein, sauf les jumeaux, mais bon, même ils sont différents quand même. Et donc, c'est à respecter, comme on respecterait un chien, un chat, un oiseau. Il y a plein d'anecdotes, il y a plein de récits de séances. Il y en a un récit comme ça qui me vient, que je trouve qui peut éclairer les gens. Donc, un homme vient le voir très, très déprimé et angoissé. Et à un moment, François lui dit « Combien pesez-vous » Tu veux la raconter? Ah oui, oui, absolument. Alors, il est là, effectivement, il raconte ses souffrances. Après avoir raconté toutes ses souffrances, parce qu'il faut écouter quand même, c'est normal, il le regarde et lui dit « Combien pesez-vous » Donc, confusion, il perturbe le mental pour mettre fin à la plainte. 78 kilos, il lui répond. Voilà, alors il lui dit 78 kilos, enfin voilà, peu importe, mais... Et l'étonnement, c'est cette création de François Roustan, puisqu'il le déstabilise, il le ramène vers le corps, et il lui dit, c'est pas assez. Comment ça, c'est pas assez? Alors, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? C'est mon poids? Il dit, non, allez-y, laissez-vous être plus lourd, laissez-vous être dans le fauteuil. Et le patient, dans la transe, on accepte des choses qui sont originales. À l'état d'éveil ou de maîtrise, on pourrait dire, attends, c'est quoi ce truc? C'est bizarre, il n'est pas un peu fou? Alors que dans la transe, on peut être fou. Enfin, on est dans la création. Les artistes, ils sont fous. Sinon, ils créeraient pas, ils feraient pas voler des rochers avec le nuage. Le nuage est plus bas que le rocher. Le rocher, il vole. Ben oui, j'ai le droit. Mais il est fou. Non, il n'est pas fou. Il joue avec la vie. Et donc, il lui dit, c'est pas assez lourd. Et le patient, donc, il est obligé d'être dans son corps. Il est toujours perturbé. Et il lui dit, allez-y, augmentez. Et là, il rentre dans la transe. Et il est de plus en plus présent. Je suis lourd le bas de mon corps. Voilà, juste le bas du corps. Il augmente la densité. Voilà. Et plus la densité augmente, et plus il a mis sa pensée dans le corps pour lui donner encore plus de densité, et il le laisse ressentir
le poids des épaules, du dos, des jambes. En fait, ce qu'il veut, c'est ressentir qu'il est vraiment présent, avec une densité intense. Et le monsieur qui était complètement dans un état de dépression intense en sort métamorphosé. C'est une très belle... Ben oui, oui, forcément, parce qu'il a quitté la souffrance. Il vient d'emprunter un chemin qu'il connaissait et qu'il n'avait pas emprunté depuis des années. Il dit pas c'est quoi, c'est bizarre. Non, ce chemin lui est familier. Il lui fait retrouver et il dit ah mais là je suis bien. Mais ça fait des années que j'ai pas été aussi bien. En quelque sorte, il lui fait dire ben voilà, c'est ça votre chemin. Pas l'autre où il y avait que des plaintes. Et il lui fait percevoir qu'il existe un autre chemin où je suis vivant, présent, lourd, dense, alors qu'avant j'étais absent. C'est tellement surprenant et tellement... moi, je trouve ça vraiment génial. Peut-être, pour conclure, on peut dire quelques mots de la transe, parce que je voudrais pas que ceux qui connaissent pas ont l'impression que c'est un truc étrange, magique, rare, réservé à quelques-uns. Mais quand tu parles de transe, c'est une expérience tout à fait simple et ordinaire. Peut-être, si tu peux essayer de dire qu'est-ce que c'est la transe. Déjà, on peut dire, parce que des fois on me demande, je peux faire des exercices d'auto-hypnose. En fait, on fait ça tous les jours. Si je perds un être, un ami, ça arrive. Ben, au départ, ben, je suis triste et c'est normal. Et puis petit à petit, je me dis, bon, mais ben, je vais peut-être le rejoindre un jour. Bah oui, forcément. Et puis de jour en jour, la transe, voilà, me transporte dans la réalité, c'est-à-dire l'impermanence de tout. Et au bout d'un moment, je me dis, ben, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu te révoltes? Mais c'est comme ça la vie. On nous donne et on nous reprend. On nous donne des amis, on nous les reprend. On nous donne des parents, on les reprend. On me donne mon corps et on me reprend des morceaux. C'est comme ça. Et au bout d'un moment, par cette auto-hypnose, où je vois que rien ne dure, je m'adapte et la souffrance diminue. Et donc, c'est ça, au fond, qu'on travaille avec le patient. Est-ce que vous voulez bien vous replacer là, puisque vous étiez ailleurs? Vous étiez dans tout est éternel, tout est figé, tout... Eh ben non, rien n'est figé, rien n'est... Voilà, tout se modifie en permanence. Revenez dans la danse. Un jour, j'ai dit ça à quelques patients, hier ou avant-hier, mais revenez dans la danse. La danse, c'est sérieux, la danse? Ben non, on s'amuse. Voilà. Et cette façon-là de revenir dans la partie, c'est quelque chose aussi qu'on avait travaillé avec François. Et au fond, c'est ça la transe, c'est de revenir dans la danse parce que la personne était mise à l'écart. Ils disent non, je danse pas, je veux tout maîtriser, je vais peut-être faire un faux pas, je vais peut-être tomber, Et on lui dit, prenez des risques, allez-y, revenez dans la danse et reliez-vous. Et que si elle veut bien revenir, elle dit, ah c'est drôle, c'est sympa, j'ai plein d'amis, je danse, c'est léger, j'entends la musique, elle revient dans la vie en fait. Ben, merci infiniment. J'espère que ça donnera à tout le monde envie de lire ce livre, de découvrir le travail de François Roustan, qui est porteur d'énormément de possibles, de promesses, d'éclairage, d'enthousiasme. Merci infiniment d'avoir fait ce livre, d'avoir enregistré François, d'avoir interrogé François et de nous permettre d'entrer dans ce qui est pour moi une telle révolution du soin. Et c'est pour ça qu'on a appelé l'art de l'hypnose, parce qu'on a dit c'est de l'art, c'est pas que de la science. Et même on pourrait dire que l'art c'est de la science, c'est de la quoi, voilà, et de l'illumination en même temps. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça vous aura donné envie de lire François Roustan, de lire ce livre de Jean-Marc Benayem. Et je vous dis à très vite. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cet épisode. Je vous embrasse.